Bienvenue à notre webinaire de réflexion sur la crise que nous traversons. C'est un rendez-vous hebdomadaire virtuel que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre depuis la France, depuis Bruxelles et à travers toute l'Europe. Merci de votre participation nombreuse. Cette crise est à l'origine sanitaire, elle est toujours sanitaire, mais elle est aussi économique, comme le montrent les prévisions de récession que vient de communiquer la Commission européenne. Mais une pandémie mondiale, sa gestion par chaque État et à travers la planète, en coordination ou non avec les autres pays, avec les organisations multilatérales, ceci ne pouvait bien sûr pas se produire sans effet direct sur les relations internationales. La commission dont je parlais à l'instant s'est voulue à son lancement géopolitique, mais avec cette crise, la géopolitique s'impose à elle précipitamment et même brutalement à toute l'Union européenne. Il y a des mouvements géopolitiques en cours sous nos pieds d'Européens. On le voit en particulier dans l'actuel durcissement de la rivalité entre la Chine et les États-Unis au plus haut niveau. On le voit aussi, même là, actuellement aussi dans la course mondiale au vaccin, dans la course au narratif qui s'imposera sur cette épidémie, dans la course aux technologies numériques qui déjà se répandent plus que jamais. Et d'ailleurs, ce webinaire sur cette plateforme Zoom en est quelque part une illustration. Alors, quelle place pour l'Europe dans ces courses mondiales? Quel rôle dans cette nouvelle donne géopolitique en train de se façonner? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est en train de se façonner? Pour y répondre, je suis heureux d'accueillir nos trois intervenants. Nicole Niesotto, vous êtes vice-présidente de notre institut Jacques Delors. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire Union européenne. Vous avez longtemps présidé aussi, je rappelle, l'IHEDN, entre autres responsabilités. Vous êtes chroniqueuse fidèle du Nouvel Esprit public de Philippe Meyer et vous êtes l'auteur avec Pascal Lamy de Où va le monde, paru chez Odile Jacob, et de l'Europe indispensable aux éditions du CNRS. J'accueille aussi Anna Stahl, bonjour, avec nous depuis Berlin, où vous venez de rejoindre comme chercheuse le centre Jacques Delors de la Hertie School. Vous vous intéressez à la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne et notamment aux relations avec la Chine dont vous nous parlerez. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage sur les relations entre l'Europe, la Chine et l'Afrique, paru chez Palgrave Macmillan. Et puis, je suis heureux aussi que soit avec nous pour nous éclairer Laurent Cohen-Tanuji. Bonjour. Bonjour. Membre aussi de notre conseil d'administration à l'Institut Jacques Delors. Vous êtes avocat au barreau de Paris et New York, spécialisé dans les dossiers internationaux à caractère stratégique. Vous êtes également essayiste et je rappelle votre dernier essai qui s'appelle Résistance au pluriel. Résistance au pluriel, la démocratie à l'épreuve aux éditions d'Observatoire, et cette démocratie, on va le voir, est toujours à l'épreuve dans cette crise. Alors, avant de passer la parole successivement à nos trois intervenants, je voudrais rappeler à tous nos auditeurs que vous pouvez, comme à chaque webinaire, formuler des questions que notre modérateur, Mathieu Meunier, que je salue également, reprendra. Il vous suffit, comme vous savez, d'aller sur l'icône questions-réponses et vous pouvez donc taper vos questions ou inversement, vous pouvez également, pour parler en bon français, liker les questions des autres qui vous plaisent pour ainsi les faire remonter. Et dans la deuxième partie de notre heure, Mathieu posera ces questions à nos intervenants. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner donc vers Nicole Niesotto, à qui je suis tenté de poser les deux questions très larges, mais finalement essentielles, de vos deux derniers ouvrages. Où va le monde avec cette pandémie? Et l'Europe y est-elle toujours aussi indispensable? Nicole Niesotto. Bien évidemment, je n'ai pas la prétention de répondre de façon catégorique à ces deux questions. Quand on se pose la question des conséquences géopolitiques du virus, on est tenté de penser en vieille géopolitique, c'est-à-dire en termes de rapport de force et de gagnants et de perdants. C'est ce qu'on lit beaucoup d'ailleurs. Beaucoup d'analyses disent que la Chine va être la grande gagnante de cette crise pandémique mondiale. Moi, je ne crois pas qu'il faille aujourd'hui penser en termes de vainqueurs et vaincus.
Je crois que tout le monde est perdant dans cette crise. Toutes les grandes puissances sont perdantes sur le plan sanitaire, sur le plan en termes de vie humaine, en termes de poids de PIB. Même la Chine va perdre 4-5% de son PIB. Elle a recommencé très timidement le redémarrage de son économie. Donc tout le monde est perdant sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan de son image, j'y reviendrai, et donc sur le plan politique. Et ça, je crois que c'est quand même une chose importante. S'il y a des puissances qui s'en sortent, qui vont s'en sortir à l'avenir, ce seront des puissances affaiblies. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que des puissances affaiblies ne sont pas par définition totalement raisonnables. Mais ça, c'est le premier point. Moi, je refuse de penser en termes de vainqueurs et de vaincus, de perdants et de gagnants. Il n'y a pas de gagnant dans cette affaire. Il n'y a aucun gagnant dans cette affaire et certainement pas l'humanité. Deuxième point sur lequel je voudrais insister un peu, c'est sur la Chine, justement, considérée comme, par beaucoup d'analystes comme le futur vainqueur de cette crise et comme la grande puissance du monde post-Covid. Quand on regarde effectivement le redémarrage économique de la Chine, on peut quand même avoir quelques doutes. La Chine aujourd'hui est très doublement affaiblie. Elle est affaiblie sur le plan économique, pourquoi? Parce que c'est une puissance émergente, émergée, mais qui a basé toute sa croissance depuis 20 ans sur les exportations. Alors, elle a recommencé depuis une dizaine d'années, même pas depuis 5 ans, à vouloir conforter son marché intérieur, la consommation intérieure comme un des éléments importants de sa puissance économique, mais ça reste quand même une puissance exportatrice, c'est le premier exportateur. Et donc, si le monde entier s'arrête, si la mondialisation est stoppée en Europe, aux États-Unis, puis au Brésil, etc., par suite du virus, la Chine a beau exporter, elle ne trouvera pas d'acheteur. Et donc, l'arrêt du commerce mondial, l'arrêt de l'économie mondiale est une pénalité très importante sur la Chine. Quand, par exemple, on décide d'un moratoire sur la dette africaine, en fait, on ruine la Chine parce que la Chine est aujourd'hui un des grands créanciers de l'Afrique et donc elle ne sera pas remboursée. Et sur le plan intérieur, le pouvoir communiste se, se construit, se consolide sur l'idée que la population s'enrichit, mais s'il y a une baisse très forte des exportations et des importations, si l'Occident ne produit plus les produits que les Chinois ont envie d'acheter, il peut y avoir non seulement des pénuries en Chine, mais un mouvement social de résistance, de contestation sociale, si le régime communiste n'arrive plus à assurer la croissance qu'il a assurée depuis 30 ans. Donc je pense que les Chinois sont dans une position extrêmement fragile sur le plan économique, extrêmement fragile. La consommation intérieure n'est pas suffisante aujourd'hui pour permettre le redémarrage économique de la Chine et donc elle ne tirera pas l'économie mondiale. Et deuxième point, sur le plan de son image, l'image que donne la Chine, c'est à la fois un pays du tiers-monde. La Chine est un pays sous-développé, que des marchés insalubres comme celui de Wuhan existent encore dans ce pays qui est soi-disant le premier en matière de technologie, de 5G, etc., etc., mais que la Chine soit encore à ce stade presque médiéval dans l'organisation sanitaire de ces marchés alimentaires, c'est une image qui n'est pas très reluisante, sans parler de tous les mensonges dont on est sûr maintenant que dont la Chine a abusé. Autrement dit, en termes d'image, elle a beau envoyer des tonnes de masques aux Italiens et de proposer son aide aux États-Unis, l'image de la Chine, je crois, est fortement écornée. Et donc, je crois que la Chine est une victoire en trompe-l'œil. Elle ne sera pas le grand vainqueur de cette affaire dans laquelle il n'y a pas de vainqueur. Et on pourrait faire le même raisonnement pour les États-Unis. Les États-Unis, je vois que les chiffres de la chute du PIB viennent d'être sortis, c'est moins 4,8% de chute du PIB en 3 mois, 25 millions de chômeurs en plus, on s'attend à une crise économique absolument majeure, un écroulement social d'une grande partie des États-Unis, mais là Laurent pourra peut-être commenter plus que moi cette affaire. Autrement dit, et sans parler comment dire, du comportement de Donald Trump pendant cette crise, essayant de faire une OPA sur les laboratoires allemands pour avoir le vaccin, fermant les frontières des États-Unis sans même passer un coup de fil aux Européens pour les prévenir ne serait-ce qu'une heure avant. Autrement dit, un pays qui a perdu la crédibilité de son leadership occidental. Je crois que ce n'est pas l'Occident qui est mort dans cette crise, c'est la pertinence
la légitimité du leadership américain dans la gestion des grandes crises mondiales. Et donc, les États-Unis vont là aussi sortir comme une grande puissance affaiblie. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'axe sino-américain, c'est-à-dire l'affrontement sino-américain, va devenir un affrontement structurant du monde d'après. Autrement dit, les deux grandes puissances ne sont pas les vainqueurs, elles seront des puissances affaiblies, mais cet axe sino-américain va devenir un axe structurant. Il y avait déjà une guerre commerciale commencée par Donald Trump en 2017. Il y avait déjà une guerre stratégique commencée par Obama avec la fameuse théorie du pivot asiatique. C'est Obama, le premier qui a dit que l'adversaire stratégique des États-Unis au XXIe siècle, c'est plus la Russie, le problème, c'est plus l'Europe, c'est la Chine. Et il y a maintenant un affrontement, je dirais, opportuniste. Donald Trump utilise la responsabilité chinoise dans le virus comme un détournement de son impuissance, de son incapacité pendant la campagne électorale. Je ne sais pas où cela mènera parce que je crois que ce qui est très dangereux pour l'équilibre de la planète, c'est deux immenses puissances nucléaires très affaiblies et qui peut-être n'ont d'autres façons de se consolider sur le plan domestique, sur le plan intérieur, que d'agiter le spectre d'un ennemi extérieur. Je trouve qu'il faut faire très attention à ça. Quatrième point, dans ce schéma pas très sympathique, hein, l'Europe est hors jeu, complètement hors jeu. Je ne dis pas que ça va durer, je ne souhaite pas que ça dure, mais quand on fait l'analyse aujourd'hui du monde et des conséquences géopolitiques de la crise, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'Europe n'existe pas dans la géopolitique mondiale. Elle est dans une situation, elle est incapable d'influencer quelques débats internationaux que ce soit. Elle est dans une situation d'urgence sanitaire, économique très légitime. Mais pour l'instant, elle est totalement hors jeu, et c'est même pire que ça, elle est un terrain d'affrontement entre les Chinois et les Américains. Le drame de l'Union européenne, c'est qu'elle est prise entre deux dépendances, et même trois dépendances, je dirais. Elle est prise dans une dépendance de sécurité vis-à-vis de l'Ouest, vis-à-vis des Américains, et une dépendance de prospérité vis-à-vis de l'Est, vis-à-vis de la Chine. Et une troisième dépendance s'ajoute, qui est la dépendance numérique, technologique, où elle est écartelée entre les Américains, les GAFA, et les Chinois sur la 5G. Et donc, les Européens aujourd'hui sont très mal positionnés parce que cette triple dépendance, d'une certaine façon, les tétanise, les paralyse. Alors, je ne dis pas, encore une fois, que cette situation va rester ad vitam aeternam. Je souhaite beaucoup qu'il y ait un sursaut européen, qu'il y ait une prise de conscience des Européens qu'ils doivent bâtir leur triple souveraineté stratégique, numérique et économique. Mais pour l'instant, quand on regarde ce que fait l'Union européenne, on est très très loin de cette prise de conscience et de cette stratégie de refondation. Un dernier mot, je n'ai pas regardé l'heure, pardonnez-moi, Sébastien, mais si je peux un dernier mot, je crois que dans ce rapide, trop rapide tableau géopolitique où il n'y a pas de vainqueur, où il n'y a que des perdants, et où il y a un axe de grande puissance structurant, mais très dangereux parce que ce sont des puissances affaiblies, il y a quand même, malgré tout, un très grand perdant. Et là, je vais faire un peu passer la transition tout à l'heure avec Laurent Loen-Taniki. Je crois que le grand perdant, c'est le multilatéralisme. On a beau se gargariser de tout, les institutions ne fonctionnent pas, l'OMS est décrédibilisé, l'ONU appelle à la paix mondiale, personne ne l'écoute, et le grand gagnant aujourd'hui de la crise du Covid-19, ce sont les souverainetés nationales, c'est le chacun pour soi, c'est l'absence de solidarité, que ce soit une solidarité atlantique entre les Européens et les Américains, que ce soit une solidarité intra-européenne entre les Européens. Le grand perdant, c'est le multilatéralisme, le sentiment de solidarité, le sentiment de conscience collective de l'humanité. Ce monde, le Covid-19 renforce ce qu'il y a de pire dans ce qu'il y avait de pire dans la géopolitique de la mondialisation, c'est-à-dire l'exacerbation
des égoïsmes nationaux, des souverainetés nationales et du chacun pour soi. Je crois que c'est un univers qui, effectivement, n'est pas très réjouissant. Et c'est pour ça que les Européens, mais j'imagine que ça fera l'objet d'un autre webinaire, les Européens ont vraiment un intérêt de sécurité majeur à essayer de faire quelque chose pour qu'on ne revienne pas donc à une géopolitique du 19e siècle où seuls les rapports de force auront droit de cité. Merci beaucoup, Nicole Niesotto, pour ce panorama très clair, effectivement pas très réjouissant. Quand on parle souvent du monde d'après, là, vous évoquez que le monde d'après pourrait être en fait aussi un retour presque au monde d'avant, du 19e. Je voudrais souligner, avant de passer la parole à Anna Stahl, que vous avez publié à Jacques Delors récemment un blog post qui reprend ce que vous dites, notamment effectivement aussi sur cette mondialisation catastrophe qui est aussi à l'œuvre à travers cette épidémie. On reviendra effectivement avec Laurent Tenugé sur le rôle du multilatéralisme dans cette épreuve et pour la suite. Mais Nicole, vous avez aussi parlé de la Chine et je voudrais justement passer maintenant la parole à Anna Stahl, peut-être pour nous dire un peu davantage comment la Chine arrive ou non à se profiler à travers cette crise. On a compris effectivement que son image pouvait être écornée, mais elle est même d'ailleurs accusée par Donald Trump d'être presque à l'origine de tout cela. Donc, comment vous voyez l'évolution de son rôle? Est-ce qu'elle prend de l'ascendant? Est-ce que son leadership gagne? Ou au contraire, effectivement, c'est peut-être une ascension en trompe-l'œil, comme le décrivait Nicole? Anna Stahl. Merci beaucoup, Sébastien. J'aimerais bien faire 3 points. Et mon premier point, justement, c'est quel rôle est-ce que la Chine joue dans cette pandémie? Et en ce qui concerne ce point-là, je voudrais peut-être un peu contredire ce que Nicole a dit. Je suis d'accord qu'il y a une grande fragilité en Chine, mais en même temps, on voit qu'avec cette pandémie, qu'il y a vraiment une montée de la Chine et que la Chine a vraiment aussi une ambition de se positionner comme puissance mondiale. Et donc, le fait que ce virus a été découvert en Chine, mais qu'il a propagé très vite dans le monde, montre déjà que la Chine n'est plus vraiment ce pays sous-développé qu'on connaissait il y a quelques années, mais qu'il y a vraiment une interdépendance entre la Chine et le reste du monde, au niveau économique, mais social et aussi humain. Et donc, à côté de cette interdépendance, il y a aussi une volonté, maintenant qu'on voit clairement dans cette pandémie, du gouvernement chinois de se positionner comme une puissance internationale. Et cette volonté, on la voit à travers 2 aspects. Donc, le premier aspect, c'est que la Chine et le gouvernement chinois a essayé d'influencer le récit autour de cette pandémie. On a vu que le gouvernement chinois utilise les médias appartenant à l'État, bien sûr, mais aussi les réseaux sociaux pour influencer la communication et lancer une réelle campagne de communication ou même de désinformation. Et dans cette campagne de désinformation, la Chine, le gouvernement chinois essaie aussi de minimiser la responsabilité de la Chine dans la propagation du virus. Et en même temps aussi de démontrer la supériorité du modèle chinois, comment la Chine a essayé de répondre à cette crise. Et ceci a engendré une certaine guerre de propagande avec les États-Unis. Et Nicole l'a déjà mentionné, on a vraiment vu une guerre de narratif entre Trump et la Chine. Trump a parlé, le gouvernement américain en partie parle toujours d'un virus chinois. La Chine a riposté en expulsant des journalistes américains. On a même vu que l'Europe n'a pas été exclue de cette guerre de propagande. En France aussi, on a vu que l'ambassadeur chinois a publié un communiqué critiquant la réponse de l'Occident à la pandémie. Et ceci a engendré bien sûr aussi une réaction du gouvernement français. Donc ça, c'est un premier aspect où on voit vraiment que la Chine se positionne comme une puissance mondiale. L'autre aspect, c'est que la Chine essaie aussi de démontrer une certaine solidarité internationale. Elle a lancé ce qu'on appelle aujourd'hui une diplomatie de masques. Donc, le gouvernement chinois a fourni des masques, mais aussi des appareils d'aide respiratoire ou d'autres matériels à des pays qui en avaient besoin, à des pays en Europe, mais aussi en Afrique. Et je crois que ceci montre vraiment cette volonté de la Chine de se positionner comme une puissance internationale. Un autre point que j'aimerais
faire, c'est que cette crise ne montre pas non seulement l'ambition internationale de la Chine, mais elle a aussi un impact sur les relations entre la Chine et l'Union européenne. Et cet impact, on le voit à travers deux aspects. Donc, le premier aspect, c'est qu'on voit qu'il y a une intensification du conflit entre l'Union européenne et la Chine, mais en même temps, et ça sera mon troisième point, on voit aussi qu'il y a un besoin plus important d'une collaboration entre la Chine et l'Union européenne. Donc, en quoi est-ce que cette pandémie intensifie le conflit entre l'Union européenne et la Chine? Pour ça, il faut quand même voir aussi les relations entre la Chine et l'Union européenne dans les années passées. On a vu qu'il y a eu une approche de plus en plus réaliste de la part de l'Union européenne envers la Chine. On a vu dans certains documents stratégiques que maintenant l'Union européenne, les leaders européens ne parlent de la Chine non seulement comme partenaire stratégique, mais aussi comme un rival systémique. Et ça, c'est vraiment une nouveauté qu'on a vue durant les dernières années. Et il y a une volonté européenne d'instaurer une certaine réciprocité avec la Chine, surtout au niveau économique. Et donc, pour souligner cette rivalité accrue entre l'Union européenne et la Chine, je crois qu'il faut regarder deux niveaux. Donc, il y a ce niveau économique et il y a aussi le niveau politique. Au niveau économique, on voit vraiment que la pandémie démontre une rivalité économique croissante entre la Chine et l'Union européenne. Donc, la Chine aujourd'hui est devenue le centre des chaînes de valeur mondiales. On voit que la Chine est un des producteurs les plus importants de masques, des masques qui sont vraiment essentiels maintenant pour les pays européens. Et donc, il y a une certaine dépendance maintenant de l'Europe, de l'Union européenne envers la Chine au niveau économique. Et on a vu aussi que dans les dernières années, il y a eu une expansion économique de la part de la Chine. On a vu qu'il y a eu des investissements étrangers plus importants venant de la Chine en Europe. Donc, la Chine a racheté plusieurs entreprises chinoises, plusieurs entreprises européennes. Et ça, bien sûr, ça peut être une menace pour l'Europe. Et comment est-ce que cette rivalité entre l'Union européenne et la Chine se traduit au niveau politique? Là aussi, il y a eu beaucoup plus de friction maintenant dans ce contexte de pandémie. On a vu que la diplomatie du masque de la Chine a en quelque sorte agacé plusieurs leaders européens et a créé des tensions donc, en ce qui concerne la solidarité européenne, puisqu'on a vu que la Chine a donné de l'aide à certains pays européens comme l'Italie qui après trouvait qu'il y avait un certain manque de solidarité européen et que c'était la Chine qui était le premier pays à aider. Et ça, bien sûr, c'est une menace pour l'Union européenne en tant que telle. Et donc, à travers cette diplomatie du masque, on voit aussi que derrière, il y a vraiment cette rivalité entre deux systèmes différents. Donc, il y a le système autoritaire chinois et puis il y a un système démocratique en Europe. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que dans ce contexte de pandémie, est-ce qu'il y a une menace que la Chine propose un système plus efficace pour lutter contre cette pandémie? Bien sûr, il y a énormément de doutes, mais la Chine, à travers surtout sa politique de communication, essaie de donner cette image que le système chinois est plus efficace pour répondre à une pandémie comme on le voit aujourd'hui. Et donc, mon troisième point, c'est que, bien sûr, on voit une rivalité de plus en plus importante entre l'Union européenne et la Chine, mais en même temps, on voit avec cette pandémie qu'il y a aussi une nécessité de collaborer, puisqu'il s'agit d'une pandémie qui ne connaît pas de frontières et qu'il faut avoir des solutions internationales. Et je crois que cette nécessité de collaboration entre l'Union européenne et la Chine est d'autant plus importante que nous voyons, et ça Nicole l'a souligné aussi, que sous Trump, les États-Unis se sont retirés du niveau international. Donc, il y a vraiment cette approche maintenant de America First qui fait que les États-Unis ne soutiennent plus les efforts internationaux qui sont vraiment importants dans une crise comme on la voit aujourd'hui. Et ça, on l'a vu, par exemple, à travers la décision du gouvernement allemand, du gouvernement des États-Unis de retirer les financements de l'OMS. Et en même temps, on a vu que la Chine a répondu en augmentant son financement à cette Organisation mondiale de la santé. Et donc, je crois que dans ce contexte-là, on voit vraiment que l'Union européenne a besoin de collaborer avec différents partenaires, dont la Chine.
pour trouver des réponses multilatérales, donc des réponses pour cette crise sanitaire à travers des organisations comme l'OMS, mais aussi des réponses économiques à long terme, notamment dans le cadre du G20. Et je voudrais conclure juste par peut-être quelques prévisions en ce qui concerne le monde post-Covid et le rôle de l'Union européenne. Donc, bien sûr, il est très, très difficile en ce moment de faire des prévisions, mais je crois qu'une chose est très claire, c'est que nous avons une crise qui révèle vraiment un monde nouveau et qui remet en cause énormément de choses, dont aussi le projet européen. Et je crois qu'il est donc important de se poser la question du rôle futur de l'Union européenne. Et là aussi, je serais peut-être moins pessimiste que Nicole. Je crois qu'on peut prendre cette crise aussi comme une opportunité pour l'Union européenne, mais cette opportunité sera uniquement une opportunité si on se pose vraiment les questions importantes aujourd'hui et si les leaders européens sont prêts à remettre en cause certaines choses. Et donc, pour moi, pour que l'Union européenne continue à jouer un rôle important aussi au niveau international ou géopolitique, il y a deux choses qui sont essentielles. La première chose, c'est qu'il faut avoir plus de cohésion et de solidarité entre les différents États membres. Et il faut vraiment avoir une approche commune européenne. Et la Chine nous montre cette nécessité d'avoir une position commune, puisque face à la Chine, uniquement l'Union européenne peut répondre. Donc, il faut avoir des réponses européennes. Et j'espère que nous allons voir cette solidarité européenne lors du prochain sommet entre l'Union européenne et la Chine à Leipzig. Donc, je crois que ça sera vraiment une opportunité pour démontrer une position européenne commune envers la Chine. Et l'autre aspect, je crois, qui est très important, c'est qu'avec chaque crise, il y a toujours un risque du repli sur soi. Et je crois qu'il faudrait que l'Union européenne donne une réponse différente que ce que nous voyons actuellement aux États-Unis. Donc, au lieu d'avoir une approche où nous nous replissons sur nous-mêmes, il faut essayer de favoriser une coopération internationale. Et je crois que l'Union européenne est bien placée, en fait, pour favoriser du multilatéralisme et d'essayer de trouver des réponses internationales à cette crise à plusieurs niveaux. Et je crois que ce qui est important, c'est que cette réponse internationale vient de l'Union européenne et vient de certains États membres et surtout, je crois, d'une coopération franco-allemande qui doit vraiment démontrer qu'au lieu de nous replier sur nous-mêmes, il faut essayer de trouver des solutions internationales. Et j'aimerais bien terminer sur ce point-là. Merci. Et Anna, effectivement, cette coopération franco-allemande, je pense qu'actuellement, à ce stade de la crise, en tout cas, on n'a pas encore vu, mais je laisserai sans doute Nicole réagir après avoir donné la parole à Laurent Cohen-Tanuji. Anna a commencé à travers la Chine aussi à toucher aux organisations multilatérales, l'OMS, et en voyant effectivement quel rôle elle a pu jouer et quel rôle globalement le système multilatéral peut jouer lorsqu'on est face à une telle pandémie mondiale où tous les États du monde sont appelés normalement à coopérer. Vous avez signé récemment une tribune dans les Échos qui s'intitulait « Le multilatéralisme sortira-t-il réhabilité par cette crise ?» Et justement, c'est la question que je vous repose pour ce webinaire. Laurent Cohen-Tanuji. Merci Sébastien. J'ai eu quelques problèmes de connexion, donc si ça se produit, j'essaierai de me reconnecter sur un iPhone. J'espère que ça ne se produira pas dans les minutes qui viennent. Donc, effectivement, est-ce que la crise va réhabiliter ou au contraire réhabiliter le multilatéralisme ou au contraire aggraver son déclin? J'utilise ces termes pour bien montrer que le multilatéralisme est affaibli déjà depuis de nombreuses années. Ce n'est pas cette crise qui l'affaiblit, qu'on pense à la paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU ou du déclin de l'OMC. Bon, c'est des choses qui existent déjà depuis un certain temps. Alors, cette question, effectivement, du multilatéralisme est cruciale, je crois, pour l'avenir. Alors, il y a une thèse pessimiste qui est actuellement majoritaire et qui a été bien représentée par Nicole, qui consiste à dire non, effectivement, le multilatéralisme va en prendre un coup supplémentaire. Alors, il y a un certain nombre de bons arguments pour défendre cette thèse. D'une part,
le constat de l'impuissance ou de l'insignifiance, voire de la défaillance des institutions multilatérales dans cette crise, qu'il s'agisse de l'OMS, de l'ONU, du G20, du G7, voire de l'Union européenne elle-même, au moins au début de la crise. Autre argument, bien naturellement, c'est le repli national ou nationaliste des gouvernements, le chacun pour soi dont parlait Nicole, les discours sur la démondialisation, la renationalisation, et puis évidemment l'absence de leadership international dans cette crise. Tout ça, effectivement, étaye la thèse pessimiste. Moi, je prendrai un peu le contre-pied de cette thèse. Je suis un petit peu plus optimiste à la lumière des faits suivants. D'une part, je crois que cette crise confirme, s'il en était besoin, la nécessité absolue de la coopération internationale dans le domaine sanitaire, évidemment, dans le domaine économique, dans tous les domaines. Et cette coopération, c'est quand même aussi une réalité. Quand on pense à la recherche sur les vaccins, sur les traitements, donc il y a un énorme effort de coopération internationale, qu'on pense également au transfert de patients entre la France, l'Allemagne ou la Suisse. Enfin, il y a toute une série d'exemples de la réalité de cette coopération. Deuxième point, peut-être encore plus important, c'est que je crois que les populations, les opinions publiques ont conscience et aspirent à cette coopération internationale. Et il y a d'ailleurs une défiance ou un jugement assez mitigé à l'égard des politiques et des stratégies menées par les gouvernements nationaux. Ça, je pense que c'est assez nouveau et important. Et de manière plus large, je dirais que les adversaires traditionnels du multilatéralisme, qui sont en fait les populistes, ont démontré dans cette crise leur irresponsabilité et leur incompétence. Il y a une corrélation assez nette entre les gouvernements populistes et le nombre de décès. Si vous prenez le trio Trump, Johnson, Bolsonaro, c'est quand même la démonstration que le populisme est absolument désastreux en termes de gouvernance. Il y a également un retour en force des valeurs d'expertise, de science, de vérité, etc., auprès des opinions publiques. Et là encore, c'est un changement heureux par rapport aux dernières années dans lesquelles tout le discours populiste a fait que décrédibiliser tout ce qui est la science, la vérité, l'expertise, etc. Donc voilà des signes que je juge positifs. Et puis, malgré tout, certaines institutions multilatérales continuent à jouer un rôle important, notamment dans le domaine économique, il s'agit du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et naturellement de l'Union européenne. Alors, j'en viens maintenant peut-être plus spécifiquement au rôle de l'Europe dans ce débat, dans ce combat, on pourrait dire, entre les forces multilatéralistes et les forces, au contraire, du repli sur soi. L'Union européenne a un double rôle à jouer. D'une part, c'est la plus aboutie des institutions multilatérales, on pourrait dire. Mais c'est aussi, historiquement, ça a toujours été l'acteur le plus fervent défenseur, promoteur du multilatéralisme. Et donc, si elle ne démontre pas son efficacité dans cette crise, l'Europe va doublement affaiblir cette cause multilatéraliste. Et donc, pour démontrer ça, il y a une efficacité en interne, et puis il y a une transformation géopolitique de l'Union européenne à l'égard de l'extérieur qui est, à mon avis, importante. Deuxième élément, c'est que je crois qu'il n'y aura pas de réinvention, je préfère ce terme de réinvention plutôt que de retour, il n'y aura pas de réinvention du multilatéralisme sans une défaite de Donald Trump en novembre prochain. Je pense que c'est absolument clair, même si on peut, je sais que certains doutent sur les changements qu'apporterait la victoire de Biden en novembre. Moi, je suis un peu plus optimiste là aussi sur ce sujet-là. Mais en tout état de cause, le multilatéralisme est une invention transatlantique et il le restera. Et donc, il est absolument nécessaire d'avoir un retour, sinon du leadership américain que nous avons connu depuis l'après-guerre, mais au moins d'une Amérique qui
qui soit coopérative et totalement différente de ce qu'elle est depuis 3 ans. Troisième point, la Chine. Là aussi, je suis un petit peu en décalage par rapport aux propos d'Anna, parce que bon, la Chine se veut, depuis quelques années déjà, ce n'est pas seulement dans cette crise, se veut un leader de la nouvelle gouvernance globale, mais en réalité, la Chine de Xi Jinping pratique, et on le voit encore plus dans cette crise, ce qu'on pourrait appeler, sans jeu de mots, un souverainisme masqué. Donc, il ne s'agit pas du tout de multilatéralisme, mais vraiment d'un souverainisme. On peut prendre pour exemple la Belt and Road Initiative, on peut prendre la politique africaine de la Chine. Bon. Mais je crois que la pandémie, quelles que soient les responsabilités, qu'il s'agisse d'un virus qui soit né sur un marché ou dans un laboratoire ou autre, mais la pandémie, sa gestion par la Chine et ses conséquences catastrophiques en Occident, à mon sens, sonnent le glas des prétentions chinoises à réformer la gouvernance globale et à s'affirmer comme un leader de cette gouvernance. Et je crois qu'elle doit au contraire amener l'Europe et les États-Unis à reprendre la main sur ce sujet. Pour finir, je dirais qu'il faut naturellement, il y aura plutôt réinvention, il faut naturellement réformer, rénover le multilatéralisme et ses institutions. C'est tout à fait clair. C'est un vaste et vieux chantier, mais que la crise peut aider à remettre en marche, avec de nouveaux sujets, évidemment la santé publique, le climat, le numérique, tout ce qui touche aux données personnelles, à la cybersécurité, la question de l'alimentation et de l'eau, et le développement, puisqu'il va y avoir un énorme chantier de développement après cette crise. Avec également de nouveaux acteurs, des acteurs peut-être infranationaux, des États fédérés, les régions, la société civile et un certain nombre de pays émergents hors Chine qui ont un rôle également à jouer. Voilà. Donc, moi, je suis globalement plus optimiste, mais je crois que l'une des clés vraiment importantes, c'est quand même les élections américaines de novembre prochain. Merci beaucoup, Laurent Cohen-Tanuji, pour ce panorama là, de l'état des forces et des faiblesses du multilatéralisme à l'épreuve de cette pandémie. Je me tourne un instant vers Nicole pour savoir si elle souhaite réagir aux 2 précédents exposés avant, sinon, de me tourner vers Mathieu pour des questions, ou si Nicole souhaite réagir. Oui. Je suis plutôt d'accord avec Laurent Cohen-Tanuji sur la Chine. Anna a raison quand elle dit que la Chine veut être une grande puissance, a des ambitions internationales, est partie dans une diplomatie du masque, une diplomatie de l'image, etc., etc. Sauf que ça ne marche pas, personne n'est dupe. Donc, je ne crois pas à la montée en puissance de la Chine. Et quant à l'euro, je suis d'accord avec lui que le multilatéralisme est sur le plan du concept qu'il suppose de relations entre les États, ce qu'il y a de plus positif et de plus démocratique au monde, donc il faut le soutenir. Mais en revanche, pour ce qui est de ces institutions, elles ont échoué. En tout cas, elles ont été utiles pendant la guerre froide. Dans ce monde post-guerre froide et encore plus post-Covid, elles ont échoué. Et donc, pour refonder ou recréer un multilatéralisme, il faut refonder les institutions, toutes les institutions, et ça s'applique aussi à l'Union européenne. Je crois que si l'Union européenne espère repartir sur les mêmes formules qu'avant, si l'Union européenne espère que la post-Covid sera la répétition du même, elle risque très fort de mourir. Il faut changer les institutions du multilatéralisme si on veut sauver le multilatéralisme. Merci Nicole. Effectivement, d'ailleurs, Laurent Cohen-Tanuji parlait d'institutions multilatérales un peu revisitées avec d'autres acteurs et pas seulement des États. Je vais maintenant me tourner vers Mathieu Meunier qui a, pendant que nous écoutions les intervenants, a recueilli plusieurs questions qui ont été posées pendant cela et même avant qu'on démarre. Donc Mathieu, si tu veux déjà formuler une des questions. Bien sûr. Alors, une question que j'ai reçue parle justement de la collaboration face à la pandémie du Covid. Et donc, bien évidemment, on parle de partage d'informations. Et on a un auditeur qui nous demande, en tant que partisan d'un ordre multilatéral fondé sur des règles et d'un multilatéralisme efficace, comment l'Union européenne devrait-elle mieux faire pression
pour une enquête objective sur les premiers stades de la pandémie. Je sais que c'est un sujet que vous avez un peu tous touché, donc je ne sais pas qui veut se lancer en premier pour cette question. Désigner un volontaire. Peut-être Nicole, parce qu'effectivement, ça touche d'ailleurs notamment la Chine, d'ailleurs. Mais je pense qu'il y aura de multiples enquêtes, pas seulement sur la Chine, sur la façon dont les États se sont comportés, y compris les États-Unis. Et donc, je ne suis pas sûre, en outre, qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle une enquête indépendante dans un pays comme la Chine. Il faut que la Chine accepte qu'il y ait une enquête indépendante sur ce qui s'est vraiment passé à Wuhan. Et est-ce que c'est sur le marché? Est-ce que c'est venu d'un laboratoire? Et sans doute pas le fameux laboratoire P4, je ne crois pas, mais peut-être un autre laboratoire moins classifié. Si la Chine n'accepte pas sur son territoire l'enquête, elle n'aura pas lieu. Donc il y a deux problèmes. Un, comment faire pour que la Chine accepte. Deux, comment faire pour que l'enquête soit indépendante. Parce que si c'est une enquête dirigée par les services américains sous Trump qui veulent prouver que la Chine est l'ennemi et que c'est pour ça qu'il doit être réuni pour lutter contre l'ennemi, moi je conseillerais très fort à l'Union européenne de ne pas s'y associer. Donc c'est une enquête sur le temps long, indépendamment des déclarations de Mike Pompeo aujourd'hui, qui me rappelle fortement Colin Powell montrant le petit flacon d'armes chimiques qu'avait Saddam Hussein et qui s'est révélé complètement faux après. Donc je crois qu'il faut être très prudent. Moi, je n'accorde pas un centimètre de confiance au discours officiel chinois, pas un centimètre. Je pense qu'il manque du début à la fin. Mais je n'accorde aucune confiance non plus aux preuves américaines. Et donc, il faudrait que les Européens se dotent, et ils ont les moyens de l'avoir, d'une capacité de jugement indépendante, eux-mêmes, autonomes. Ils ont des capacités de l'avoir par les services et par les diplomaties françaises et britanniques, et notamment françaises, qui ont été très associées à une certaine époque au développement des laboratoires à Wuhan. Mais ça demande un temps de réflexion, ça demande de ne pas le faire dans la précipitation, ça demande que le virus, que la pandémie soit achevée. Et donc, je crois qu'il faut distinguer la demande américaine du besoin véritable d'enquête. Mais enquête, il y aura, parce qu'il y a des responsabilités qui sont évidentes. Moi, je ne crois pas que les Chinois ont inventé le virus. Mais s'ils ont menti, et ils ont menti, ils sont responsables de nos erreurs de stratégie dans la lutte contre le virus. C'est ça la vraie question. Si on avait eu d'autres informations, peut-être qu'on se serait préparé autrement et que l'ampleur de la pandémie ne serait pas aussi grande. Et donc ça, ce sont des questions tellement importantes que ça doit dépasser largement le coup de colère très intéressé de Donald Trump. Merci. Je peux dire un mot. Je suis d'accord avec Nicole. Enfin, normalement, c'est une enquête qui devrait avoir lieu sous l'égide des Nations Unies, mais évidemment, la Chine bloquera. Donc, effectivement, ce serait bien que l'Union européenne ait sa propre démarche. Et puis, il y aura peut-être aussi des procès, malgré tout. Et ça peut aussi conduire à des enquêtes qui vaudront ce qu'elles vaudront, enfin, mais tout ça viendra dans un second temps. Peut-être que moi, je pourrais rajouter aussi quelque chose. Moi, j'aimerais bien dire que oui, je suis d'accord avec ce que Nicole et Laurent ont dit qu'il faudrait avoir une enquête indépendante, mais je crois qu'il faudrait en même temps que cette enquête soit faite dans le cadre d'institutions qui existent déjà comme l'OMS. Et je crois que je suis aussi d'accord avec Nicole et Laurent qu'il faut vraiment se méfier de l'approche chinoise et de l'approche américaine. Mais c'est pour ça que nous avons des institutions comme l'OMS. Et je crois qu'une solution, ça serait aussi d'associer, par exemple, Taïwan. Parce que voilà, j'ai parlé de multilatéralisme et qu'il faut coopérer avec des pays, dont la Chine, mais ça sera vraiment selon des règles internationales. Et je crois que pour tout ce qui est cette crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, il est important d'associer Taïwan, même si bien sûr c'est contre l'opinion du gouvernement chinois. Merci. Alors, la question suivante m'a été posée avant le webinaire par Didier Fegli, qui est président du groupe Sacred et membre du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors, qui faisait la remarque en disant « La crise actuelle donne l'opportunité de passer d'une globalisation ou d'une délocalisation financière à une économie multilocalisée plus autonome, un circuit logistique plus court,
centrée sur les besoins essentiels, produisant prioritairement dans des zones de consommation quand possible. Est-ce que c'est une évolution envisageable d'avoir un multilatéralisme qui soit plus recentré? Enfin, il y a deux choses. Je pense que le multilatéralisme n'est pas quelque chose, enfin un système économique, un système de production, c'est un système de gouvernance. Je pense que la question porte plus sur l'évolution de la mondialisation. Moi, je ne crois pas à la démondialisation. Par contre, il y aura effectivement des ajustements. D'une part, pour des raisons, ce que cette crise a démontré, c'est quand même la nécessité d'avoir une indépendance sur les secteurs stratégiques au niveau national ou en tout cas au niveau européen pour les Européens. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une leçon qui va être apprise. Donc ça devrait conduire à une réindustrialisation et au rapatriement de production essentielle dans le domaine de la santé. Ça va également dans le sens de lutter contre le changement climatique. Voilà, donc il y aura, je pense, dans les chaînes de production et les flux commerciaux des évolutions suite aux leçons de cette crise. Merci. Donc sur la question suivante, on revient sur les relations Europe-Chine. Donc peut-être Anna, si vous voulez répondre. Donc un auditeur nous dit: l'accord commercial bilatéral route de la soie entre l'Italie et la Chine est-il un signal d'une rupture dans la politique économique et industrielle de la CEE? Est-ce pour cette raison que la Chine a livré des masques à l'Italie et pas à d'autres pays européens? Critique de l'accord. Oui, donc c'est une question très, très importante. Effectivement, nous avons maintenant ce grand projet de route de la soie qui a été proposé par la Chine. Et l'Italie est le seul pays à avoir signé pour le moment un Memorandum of Understanding avec la Chine au niveau bilatéral. Mais il faut rappeler aussi que l'Union européenne en tant que telle a réagi par rapport à ce projet aussi. Donc il y a maintenant cette stratégie de connectivité qui est une réponse européenne envers cette proposition chinoise. Il y a toujours ce risque, bien sûr, que des États membres ont leur relation bilatérale avec la Chine, mais je crois que ce n'est pas quelque chose qu'on peut exclure. Et il faut aussi, moi, je ne ferai pas certainement le lien entre cette coopération bilatérale entre la Chine et l'Italie et les masques, puisque la Chine a délivré des masques aussi à d'autres pays européens qui n'ont pas signé un accord dans le cadre de la route de la soie. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'aborder au niveau européen. Et comme j'ai mentionné, je crois que ce qui est important, c'est de voir aussi que le prochain sommet Union européenne-Chine, qui est organisé sous la présidence allemande de l'Union européenne, va être un sommet où tous les États membres vont être représentés. Donc, normalement, nous avons des sommets entre l'Union européenne, donc les leaders européens et les leaders chinois, mais les États membres sont exclus. Maintenant, en septembre, nous allons voir un sommet où on a fait exprès d'inclure tous les États membres. Donc, je crois que ça c'est un signal important de dire aussi aux États membres qu'il faut essayer de bien se coordonner. Voilà, mais bien sûr, chaque État membre, comme l'Italie, peut continuer à avoir sa politique étrangère bilatérale avec la Chine. Merci. Alors, je remarque qu'il y a pas mal d'auditeurs aussi qui sont intéressés par votre commentaire, Madame Lisoto, sur le changement des institutions du multilatéralisme et des institutions européennes. Donc, j'ai plusieurs auditeurs qui demandent quel projet au-delà du Green Deal pour les pays européens, quelle réforme institutionnelle, une commission plus forte, un Parlement européen avec plus de responsabilités. C'est difficile de répondre à toutes ces questions. Bien sûr, c'est très général. Il s'agit d'un projet de refondation complètement de l'Union européenne. Non, mais ce que je veux dire, si on fait l'analyse, je crois qu'il faut faire l'analyse des failles que l'Union européenne a montrées dans cette crise. Il y a des failles institutionnelles. La Commission a été très lente à réagir, très très lente. La BCE aussi, même si maintenant tout le monde parle de 1000 milliards, 200 milliards. Mais il y a une très grande une incapacité de penser la crise, parce que l'Europe n'est pas faite pour penser la crise. L'ADN de l'Europe, c'est la négociation du temps long en temps de paix, en temps de stabilité internationale, et
c'est bien pour ça qu'elle a délégué depuis 1954 les questions de sécurité aux États-Unis. Donc l'Europe s'est retrouvée complètement dépourvue, n'est pas faite pour penser les questions d'urgence, ce sont les États membres qui sont faits pour penser les questions d'urgence, de rapidité, prise de décision, etc., etc. Donc là, il y a une vraie faille. La deuxième vraie faille, c'est que la solidarité européenne n'a pas fonctionné. Et là, je suis désolée pour Schuman et Monnet, ils ont eu tort. On a créé la CE en disant, et c'était le discours de l'horloge, on va faire des réalisations concrètes qui créent des solidarités de fait. Or, 70 ans de réalisations concrètes, dont la monnaie, n'ont pas créé de solidarité de fait. Les États membres, leur premier réflexe était chacun pour soi. Et pourquoi c'était chacun pour soi? Parce que quand il s'agit de vie et de mort, eh ben, c'est chacun pour soi. Et si l'Europe n'intègre pas ça, n'intègre pas que la situation d'urgence n'est pas dans l'ADN, il faut donc la mettre. Si elle n'intègre pas qu'en période de guerre, c'est d'abord quand il y a un risque de mort, c'est d'abord les nations qui sont au combat, c'est pas la Commission, c'est pas le Parlement, eh bien, elle aura du mal à se recréer une identité nouvelle. Donc moi, je pense qu'il faut réformer complètement notre fonctionnement de notre Union européenne. Il faut repenser la subsidiarité. Il ne faut pas donner plus de pouvoir à la Commission sur les crises d'urgence. C'est pas parce que, encore une fois, la Commission ne peut pas gérer l'urgence, quelle qu'elle soit. Et donc, il ne s'agit pas de redonner du pouvoir à la Commission ou au Parlement, il faut repenser différemment la subsidiarité entre les États membres et la Commission. Et sur les questions sanitaires, moi je pense que c'est bien que les États soient en première ligne, parce que la santé, c'est comme la défense. Au bout de la santé, il y a un risque de vie et de mort pour les citoyens, et que seuls les gouvernements légitimes ont la responsabilité de cela. Mais il faut en même temps demander à la Commission, lui donner le pouvoir, qu'elle constitue des stocks en temps de paix, parce que c'est ce qu'elle sait faire, le temps de paix, d'immenses stocks de médicaments, d'hôpitaux de campagne, de blouses, de tout ce que vous voulez, qui peut servir non seulement pour les pandémies, mais pendant les catastrophes naturelles, pendant les catastrophes climatiques et pendant les risques de conflit. Je crois que ça, c'est un tout petit exemple, mais ce serait un bon partage. L'urgence, ce sont les États membres. L'aide aux États membres, ce sont les stocks que la Commission, avec l'argent du budget communautaire, aura constitué pendant toutes les années de non-crise. Et ça, je pense qu'il y a urgence à faire. C'est un exemple parmi d'autres. Merci. Alors la question suivante, on n'a pas beaucoup parlé, mais on a quand même mentionné. Donc, c'est pouvez-vous élaborer davantage sur les conséquences pour l'Afrique et ses relations avec l'Union européenne, les États-Unis et la Chine suite à cette crise? Donc, peut-être que moi, je vais prendre cette question. Donc, effectivement, on n'a pas entendu beaucoup parler de l'Afrique au début de la crise, puisque c'est très, très difficile d'avoir des chiffres exacts. Et il y a eu un manque de chiffres. Et donc, je crois que au niveau international, on a peut-être un peu sous-estimé l'impact de cette crise en Afrique. Mais on voit que, bien sûr, au niveau économique, c'est vraiment l'Afrique qui va souffrir de cette crise. Et je crois que ça donne encore plus de responsabilité à l'Union européenne de trouver des solutions aussi pour son voisinage, puisque vraiment l'Afrique, c'est le voisinage de l'Union européenne. Et en même temps, je crois que c'est intéressant de prendre en compte aussi l'Afrique, puisqu'on voit là aussi l'influence de la Chine. Donc la Chine a utilisé cette crise aussi pour, comme je l'avais déjà dit, se montrer comme un pouvoir international qui est solidaire envers les pays africains. Donc, elle a soutenu beaucoup de pays africains, mais en même temps, l'Union européenne a aussi lancé des programmes de soutien à l'Afrique qui étaient beaucoup moins médiatisés. Donc, je crois que là aussi, l'Union européenne doit faire plus pour montrer toute l'aide qu'elle fournit à l'Afrique. Et je crois que c'est d'autant plus important qu'en ce moment, nous avons une proposition de l'Union européenne pour une nouvelle stratégie envers l'Afrique. Et cette proposition a été déjà faite. Maintenant, il faut voir si l'Afrique accepte cette proposition. Et l'idée, c'est de renouveler le partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine, donc d'avoir vraiment une coopération entre deux régions. Et ça sera lors du prochain sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine de voir si ce partenariat va être réalisé et aussi de voir à quel point ce partenariat devra être changé face à cette crise, puisque bien sûr la proposition de l'Union européenne a été mentionnée dans une phase avant la pandémie actuelle. Donc il faut voir en quoi est-ce qu'il faut peut-être changer la stratégie européenne.
dire un mot? Bien sûr. Euh, je crois que il faut voir les choses réelles et pas simplement les concepts. Le partenariat euro-africain, ça date depuis les accords de Lomé, ça n'a jamais permis à l'Afrique de sortir du sous-développement. Alors, moi, je suis pour tous les partenariats que l'on veut, tous les plans d'action que l'on veut Union Afrique, mais quand même, je crois que l'Europe, si elle veut, encore une fois, montrer son efficacité, eh ben, c'est pas avec les mots qu'elle va pouvoir le faire. Il y a un tel scepticisme dans l'opinion publique sur l'efficacité de l'Europe, en particulier en Italie notamment, mais pas seulement en France. Le sondage que l'Institut lui-même vient de publier sur la France, comment les Français voient l'Europe, est catastrophique. Catastrophique. L'Europe, c'est totalement inefficace pour tout, pour les réfugiés, pour l'économie et pour le virus. C'est comme ça que les Français le pensent. Et je suppose que si on avait ce sondage dans beaucoup de pays européens, ce serait aussi comme ça. Et donc, la solution, si l'Europe veut se sauver elle-même, il faut qu'elle apprenne à l'efficacité. Et donc, comment être efficace vis-à-vis de l'Afrique? Et ça, c'est pas une question à dissoudre, c'est une question à coût de milliards d'euros. Et donc, moi, je crois qu'il y a deux réalités. Il faut, premièrement, essayer d'obtenir effectivement globalement, non pas un moratoire d'1 an sur les dettes africaines, mais l'annulation des dettes africaines. Ce qui permettrait par contre-coup d'affaiblir un peu plus la Chine, hein, puisque c'était le banquier. Mais enfin, c'est une partie du banquier, mais en somme l'autre aussi. Mais en tout cas, un moratoire d'un an me paraît totalement insuffisant. Il faut abolir les dettes africaines, ou en tout cas les 3-4 années de dettes africaines, de façon à redonner une respiration économique à l'ensemble des pays d'Afrique. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il faut que l'Union européenne aide les pays africains, une fois qu'on leur a donné cette respiration financière, à avoir un développement qui soit à la fois efficace et durable. Mais ce que l'Union européenne, à mon avis, ne peut pas faire, c'est, alors qu'elle vient d'emprunter des milliards et des milliards d'euros, que les États membres vont s'endetter pendant 3 générations, il va bien falloir les rembourser, ces dettes. Je crois qu'on ne peut pas faire des promesses en l'air. On ne peut pas promettre des milliards d'euros à l'Afrique que l'on n'a pas. Et donc, voilà, moi, mon point est oui au partenariat avec l'Afrique, oui à aider les pays africains d'une part à se prévenir contre le virus, d'autre part à se développer. D'ailleurs, on ne sait pas si le virus va être violent en Afrique, on n'en sait rien. Mais en tout cas, oui, mais la vraie façon d'aider l'Afrique, c'est d'abolir ses dettes. C'est pas nous de nous endetter encore pour 4 générations supplémentaires de façon à aider l'Afrique, ce qu'on n'a pas fait depuis 30 ans. On affiche des sommes extraordinaires pour aider l'Afrique et ça ne sert à rien. Donc on ne va pas continuer comme avant. Il faudrait là aussi essayer de changer un peu de logiciel. Moi, je voudrais dire un mot parce que, enfin, pour répondre à Nicole, parce que l'Europe n'est jamais que ce que les États membres en font et en ont fait. Donc, je veux dire, accabler l'Europe dans l'abstrait, en fait, ça n'est pas très utile, ça ne fait que renforcer les arguments des anti-européens. Je crois que c'est aux États membres et aux opinions publiques qui élisent leurs dirigeants nationaux de savoir s'ils veulent une Europe efficace ou pas. Non, je puis. Bien sûr. Loin de moi l'idée de conforter les arguments anti-européens. Vous savez, mais c'est ce que tu fais, c'est un discours qui… D'accord, je reconnais. Mais en tout cas, je crois, bon, même le plus européen des Européens ne peut pas dire que l'aide au développement de l'Union européenne est efficace. Et donc, si ça fait 30 ans qu'on le sait, pourquoi on n'essaye pas d'essayer de comprendre la raison de cette efficacité? Pourquoi on n'essaye pas de changer nos règles internes de contrôle de nos investissements ou de nos prêts africains? Pourquoi on n'essaye pas de changer notre mode de relation bilatérale avec les pays africains? Autrement dit, ce n'est pas être anti-européen que de dire on a une politique qui est juste dans ses objectifs, mais qui ne fonctionne pas dans sa réalité, donc il faut la changer. Je pense que si on ne fait pas cet effort d'autocritique positive, eh bien, les anti-européens auront raison de dire « Regardez, ça ne marche pas ».
En tout cas, moi, c'est ma démarche. Donc, je ne voudrais pas, pour le public qui est là, faire croire que je considère que l'Europe est nulle et qu'il faut plier bagages. Mais je considère qu'on ne peut pas continuer le partenariat euro-africain sur des règles qui ont été les mêmes depuis 30 ans et qui n'ont pas permis à l'Afrique de sortir du sous-développement. Ça, je crois qu'on ne peut pas continuer. Et je suis d'accord avec Laurent. Les États membres sont les premiers responsables, absolument. Ce sont les États membres qui fixent, non pas le budget, mais les objectifs politiques de l'aide au développement de l'Union européenne. Donc, les États membres doivent se mettre autour de la table avec la Commission, avec ECHO pour l'aide humanitaire, avec la DG DEVCO, et d'essayer de dire qu'est-ce qui ne marche pas dans notre système d'attribution et qu'est-ce qu'on doit changer. Merci Nicole. Je crois que Mathieu en attend pour une toute dernière question, parce que je vois que l'heure tourne et puis après on oui, bien sûr, j'avais une dernière question à poser. C'était sur le potentiel, disons, la potentielle confrontation entre les États-Unis et la Chine. Et un auditeur demandait comment est-ce que l'Union européenne peut se préserver de cette confrontation et quel rôle peut-elle y jouer? Grave question. Peut-être pour si Laurent veut y répondre rapidement, puis après on devra conclure. Je dirais que ce qui fausse un peu aujourd'hui les choses, c'est qu'on a un président américain qui a une attitude quasi hostile à l'Union européenne, ce qui n'est pas la normale. La normale, c'est qu'il y a l'Alliance Atlantique, il y a une… Vous entendez? Je pense que ça… On t'entend de manière un petit peu hachée. Mais là, c'est mieux, oui, vas-y. Non, je crois qu'on a perdu. Ça y est, allez-y. Ok. Donc, je disais que ce qui fausse un peu la donne, c'est qu'on a aujourd'hui une politique américaine, enfin une politique américaine qui est quasiment hostile à l'Europe. Dans un schéma normal, il y a quand même l'Alliance Atlantique, et donc il y a un partenariat et on peut essayer de définir une politique, sinon commune, en tout cas convergente à l'égard de la Chine. Certes, les intérêts sont différents, mais l'Europe n'est pas une espèce d'acteur neutre entre deux superpuissances qui s'affrontent. Enfin, à mon avis, c'est pas comme ça, que c'est pas dans le meilleur intérêt ni de l'Europe ni des États-Unis de voir les choses comme ça. Et donc, sur ce souhait d'un renouveau de la relation transatlantique, nous allons conclure ce webinaire en remerciant nos trois intervenants. Je voudrais les remercier aussi en rappelant quelques publications récentes que l'Institut Jacques Delors a faites en rapport avec les différents thèmes que nous avons pu soulever au cours de cette discussion. On parlait de la course mondiale au vaccin. Un décryptage a été publié faisant vraiment le point précis sur cette concurrence qui stimule la recherche. Je voudrais aussi mentionner le récent papier fait par Anna Stahl et Nicole Koenig justement sur les conséquences géopolitiques du Covid à ce stade tel qu'on peut le voir. Et également aussi un blog post d'Elvire Fabry sur le contrôle des investissements étrangers en Europe sur les actifs stratégiques européens et voir comment on peut davantage peut-être arriver à effectuer ce contrôle. Et puis, Nicolas Nisotto y faisait rapidement allusion. Effectivement, cet après-midi même, l'Institut Jacques Delors, avec Kantar et avec le CEVIPOF de Sciences Po, avons mis en ligne un rapport sur les Français à l'Europe, à l'approche des 70 ans de la déclaration Schuman. Comment est-ce que les Français se situent par rapport au projet européen? On y voit beaucoup d'ambivalence. On est au pays de Schuman, on est aussi au pays de Gaulle, on est au pays de beaucoup de contradictions, et ce sont toutes ces contradictions qui peuvent nourrir un vrai euroscepticisme, en tout cas une vraie défiance et du moins une vraie ambivalence sur le projet européen que je vous invite à découvrir sur notre site. Je vous remercie de votre participation très active durant ce webinaire, en m'excusant avec Mathieu de ne pas avoir pu prendre toutes vos nombreuses questions, mais si je puis dire, il y a d'autres webinaires à venir, notamment donc, jeudi prochain, jeudi 14 mai, là non plus en français mais en anglais, avec nos collègues d'Europe Jacques Delors à Bruxelles,
qui recevront le commissaire européen Paolo Gentiloni, l'eurodéputé Pascal Canfin, Pascal Lamy, qu'on ne présente plus ici, ainsi que nos collègues Geneviève Ponce et Thomas Pedra-Carlin, pour discuter de la couleur verte de la relance économique européenne qui se prépare. Donc rendez-vous le 14 mai à 15h, c'est ça Mathieu? Oui, pour un prochain webinaire. Merci encore à vous et merci à nos intervenants. À bientôt.